Ceci est la Californie. Autrefois considérée comme l'incarnation du rêve américain, aujourd'hui elle semble tout sauf cela. La Californie abrite la plus grande population de sans-abri du pays, l'un des symptômes les plus visibles de la double crise du logement et de l'itinérance de l'État. Dans des villes comme Los Angeles, San Francisco et San Diego, le coût de la vie a explosé, rendant de plus en plus difficile pour les habitants de se permettre même les besoins de base. Le prix médian d'une maison en Californie a grimpé à plus de 910 000 en 2025, soit près du triple de la moyenne nationale. Les mensualités d'une maison de gamme moyenne atteignent près de 5 900 $, soit 82% de plus qu'en 2020. Pendant ce temps, l'indice du coût de la vie de l'État atteint 144,7, le troisième plus élevé du pays. Le sans-abrisme a également atteint des niveaux alarmants, représentant 24% de la population sans-abri du pays. À San Francisco, la population sans-abri a augmenté de 7% en 2024, dépassant 8 000 personnes. Malgré les efforts, la résistance aux nouveaux logements et aux réformes de zonage freine toujours les progrès. En conséquence, l'écart entre les riches et ceux qui peinent à s'en sortir se creuse, poussant beaucoup à chercher des opportunités ailleurs et amenant beaucoup à se demander si le rêve californien est encore atteignable. Comment en est-on arrivé là? Il faut remonter dans le temps pour comprendre. Pour résumer le contexte historique, on peut débuter quand Hollywood a fait de Los Angeles la capitale mondiale du cinéma. L'industrie, initialement basée dans le New Jersey, a déménagé en Californie dans les années 1910 pour échapper au monopole de Thomas Edison sur la production cinématographique. Los Angeles offrait des tribunaux indulgents, un ensoleillement constant et des paysages variés, parfaits pour des tournages toute l'année. C'est donc la destination choisie. En 1920, Hollywood produisait presque tous les films américains et 80% des revenus mondiaux du cinéma. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Californie est devenue l'épicentre du boom américain. Les contrats fédéraux affluaient. Les usines de Los Angeles fabriquaient des bombardiers, les chantiers navals de San Diego construisaient des navires, et la baie gérait la logistique du Pacifique. La Californie fournissait 17% de la production de guerre américaine et recevait 10% des dépenses de défense. Cela a apporté emplois, infrastructures et opportunités qui ont persisté même durant la guerre froide. Des universités comme Berkeley et University of California à Los Angeles se sont développées. Les banlieues se sont développées le long des autoroutes financées par la loi fédérale de 1956. Les maisons étaient abordables et les universités publiques quasi gratuites. De 1940 à 1960, la population de l'État a plus que doublé, passant de 7 millions à plus de 15 millions, puis est arrivée la Silicon Valley. Les subventions militaires et les partenariats privés de Stanford ont favorisé l'essor de Hewlett-Packard et Fairchild Semiconductor. La région est devenue un aimant pour l'argent de la défense, les talents et finalement le capital risque. Apple, Oracle, Intel proviennent tous de cet écosystème. Dans les années 1990, la Silicon Valley comptait parmi les entreprises les plus valorisées au monde. L'agriculture a également transformé l'État. La vallée centrale de Californie est aujourd'hui l'une des régions agricoles les plus productives grâce à de grands projets publics d'approvisionnement en eau. On croit que le Midwest est idéal pour l'agriculture, mais la Californie l'est davantage. L'État possède les 9 principaux comtés agricoles du pays, dont les 3 premiers situés dans la vallée de San Joaquin, au centre de la Californie. En 1971, la Californie a dépassé New York et est devenue la première économie d'État du pays. Et depuis, elle ne s'est jamais retournée. Aujourd'hui, la Californie aurait, comme pays, la 4e économie mondiale, devant le Japon et le Royaume-Uni. C'était le rêve californien. Économie florissante, éducation accessible, vie de classe moyenne grâce à la croissance. Mais la croissance a besoin d'espace. Les fissures y sont apparues dès le début des années 1970 d'abord de façon politique, avant d'être visibles. Richard Nixon et Ronald Reagan, 2 célèbres républicains californiens, ont remodelé l'approche nationale du logement et de l'investissement public à l'époque. En 1973, l'administration Nixon a gelé les nouvelles dépenses de logement fédéral, mettant ainsi fin au développement massif des logements sociaux. Cela a commencé comme un moratoire temporaire, puis s'est transformé en une politique permanente, remplaçant le financement de la construction par des programmes de bons limités et laissant les villes se débrouiller seules. Ronald Reagan a accentué ce démantèlement. Gouverneur de Californie de 1967 à 1975, Ronald Reagan a voulu réduire les fonds publics pour l'enseignement supérieur et instaurer des frais dans un système auparavant gratuit.
Plus tard, en tant que président, Ronald Reagan a réduit drastiquement le soutien fédéral au logement, diminuant le budget du département du logement et du développement urbain de près de 80% entre 1981 et 1988. Le marché privé, sans incitation ni subvention, ne construisait pas pour les locataires à faible revenu. La population augmentait fortement, mais la construction de logements ralentissait. Pour comprendre ce qui s'est passé au-delà de ces grands choix politiques, nous devons examiner les forces plus visibles qui se sont affrontées pour changer la trajectoire de l'État. D'abord, les villes ont limité la densité des logements en réservant de grandes zones aux maisons unifamiliales. Puis les réglementations environnementales, bien que nécessaires, ont compliqué le développement des terrains. Enfin, les habitants ont réclamé plus de contrôle sur les constructions dans leur quartier. Ces tendances ont discrètement transformé le développement de l'État. Les effets ont tardé à apparaître, mais dans les années 2010, la pénurie était devenue évidente. Entre 2012 et 2017, la Californie n'a ajouté qu'un seul nouveau logement pour 5 nouveaux habitants. Dans la baie, le ratio était encore plus mauvais. Il s'est créé 7 fois plus d'emplois que de logements. La majorité de ces emplois étaient dans la tech, regroupés dans les villes côtières où le logement manquait déjà. De 2012 à 2017, San Francisco, à elle seule, a créé 400 000 emplois, mais n'a délivré que 60 000 permis de construire. Ce déséquilibre a fait monter les prix. En 2017, le prix médian d'une maison en Californie dépassait plus de 2 fois et demi la moyenne nationale. Dans les zones côtières, principales créatrices d'emplois depuis la Grande Récession, les pénuries étaient encore plus graves. En 2018, la Californie était 49e en logement par habitant. En 2023, l'accès au logement a été le plus faible depuis 16 ans. Seulement 16% des Californiens pouvaient acheter une maison au prix médian. Dans les comtés de San Mateo et de Santa Clara, les acheteurs avaient besoin de revenus annuels de 504 000 $ et de 451 000 $ rien que pour entrer sur le marché. La situation est critique. Dès 2025, les experts prévoient que la Californie devra construire près de 3,85 millions de logements, soit environ 27% du parc immobilier pour combler la pénurie. Sauf si l'État quadruple son rythme de construction, prix et loyers continueront d'augmenter. L'Inde est désormais le 2e État américain le plus cher pour le logement. Il ne s'agit pas seulement de construire plus, mais aussi de savoir si les villes ont le droit de construire. Les 3 forces ayant façonné la crise du logement en Californie depuis les années 70, zonage restrictif, contraintes environnementales et résistance locale, définissent toujours le système actuel. Prenons le zonage. Les lois modernes, héritées de l'Europe du 19e siècle, visaient d'abord à séparer l'industrie des habitations. En Californie, elles ont pris une autre direction. En 2024, une étude de l'Institut Othering and Belonging de l'Université de Californie Berkeley a montré que près de 96% des terres résidentielles de l'État sont réservées aux maisons individuelles. En retirant les zones rurales non incorporées, cela reste à 82%. Dans la plupart des quartiers, seule la construction de maisons individuelles est autorisée par la loi. Pas de duplex, pas de quadruplex, pas d'appartements. Même dans les zones avec de bonnes écoles, transports et marché de l'emploi en croissance, la densité reste bloquée par défaut. Et ce zonage a des conséquences. Quand les villes n'autorisent pas plus de logements, les prix augmentent. Moins de logements sont construits, les trajets domicile-travail s'allongent, et ce sont généralement les résidents plus jeunes et à faible revenu qui sont exclus. En 2025, Bloomberg a fortement contrasté San Francisco et Austin. Alors que les loyers grimpaient à San Francisco, Austin a vu une baisse de 22% depuis mi-2023. Les dirigeants locaux ont agi contrairement aux villes californiennes. Ils ont accru la densité, supprimé le stationnement obligatoire et simplifié la construction. Le développement a repris et les prix ont baissé. À San Francisco, où le zonage est strict et les permis longs à obtenir, cette approche reste surtout théorique. Ensuite, il y a les questions environnementales. La loi californienne sur la qualité de l'environnement, ou California Environmental Quality Act, a été adoptée en 1970 pour protéger les écosystèmes contre les développements nuisibles. Mais avec le temps, c'est devenu un frein. Les projets off-radis sont souvent poursuivis non pour des raisons environnementales, mais pour des questions de stationnement ou de circulation. Le bureau de l'analyste législatif indique que les recours California Environmental Quality Act retardent dans les projets d'environ 2 ans et demi dans les 10 plus grandes villes de l'État, et qu'environ 13% des poursuites California Environmental Quality Act viennent de groupes environnementaux.
La majorité sont déposées par des groupes ayant d'autres objectifs, comme des promoteurs et des entreprises immobilières concurrentes. Ensuite, il y a la politique fiscale. Avec la proposition 13, les villes gagnent plus avec les projets commerciaux qu'avec les nouveaux logements. Ainsi, les gouvernements locaux privilégient le zonage lucratif plutôt que de répondre aux besoins en logement. Par exemple, on a dit à la ville de Brisbane qu'un projet commercial rapporterait 9 millions de dollars par an, tandis qu'une option avec plus de logements ne rapporterait qu'1 million. Sur la côte, la Commission côtière de Californie ajoute une couche supplémentaire de contrôle, limitant le développement en moyenne jusqu'à un demi-mile à l'intérieur des terres, ou jusqu'à 5 miles dans des circonstances particulières. Initialement créée pour préserver l'accès aux plages, la Commission exerce aujourd'hui une autorité quasi-judiciaire sur le zonage de certains des biens immobiliers les plus prisés de l'État. Son champ d'action a bloqué des projets de logement sur la côte, dont 895 maisons dans le comté d'Orange, 50 logements pour personnes handicapées à Half Moon Bay et 400 appartements dans le comté de Ventura. Des chercheurs de l'University of California, Los Angeles, ont observé que les maisons dans sa juridiction coûtent 20% de plus que celles à l'extérieur, surtout à cause de l'offre limitée. Une étude de l'EUCSB montre que les restrictions de la commission augmentent les prix, avantageant les propriétaires mais excluant locataires et nouveaux acheteurs. Considérée comme l'autorité d'aménagement du territoire la plus puissante des États-Unis, ces politiques reflètent souvent les priorités politiques de l'État, qui la jugent essentielle à la protection de l'environnement. Tout cela limite ce qui peut être construit ou est la rapidité. Même les projets approuvés font face à un autre obstacle, des personnes qui refusent simplement de les acheter. C'est là que le phénomène Not in my backyard entre en jeu. Abréviation de « pas dans mon jardin ». Les coalitions Not in my backyard sont souvent la résistance locale qui empêche les projets de logements abordables d'obtenir le feu vert. Le NIMBYisme est l'un des principaux obstacles au logement en Californie et aux États-Unis. Les résidents s'opposent souvent aux nouveaux projets en évoquant la circulation, la densité ou le caractère du quartier. Derrière ces préoccupations se cache souvent une résistance générale au changement et à l'arrivée de nouveaux habitants. À San Francisco, les coalitions Not in my backyard ont bloqué des projets de logement dans toute la ville. En 2024, ils se sont opposés à des projets au 955 et 1088 rue Sansom, sur le front de mer nord-est, ont exigé des limites de densité dans des quartiers aisés comme Cow Hollow et la Marina, et bloqué 24 logements à Pacific Heights pour des raisons environnementales. Ces quartiers n'ont pas eu de nouveaux logements depuis des décennies. Des groupes comme Livable California ont généralisé cette opposition dans tout l'État. Créée en 2018, l'organisation s'est fait connaître en contribuant à l'échec du projet de loi Sénat 827 qui visait à légaliser plus de logements près des transports en commun. Ils se sont également opposés au projet de loi SB 50 qui visait à autoriser la construction de quadruplex dans les quartiers résidentiels unifamiliaux. Livable California conteste même l'existence d'une crise du logement et défend des politiques de croissance lente. Des politiques maintenant faible densité, prix élevés et exclusion. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, l'a dénoncé directement, affirmant que le NIMBYisme détruit l'État. Un autre facteur rendant la vie impossible en Californie est la crise énergétique. Les coûts de l'énergie en Californie sont parmi les plus élevés du pays. En mars 2025, les Californiens payent en moyenne 31,6 centimes, le 16,3 centimes. Dans certains comtés, les tarifs ont dépassé 40 centimes. L'État s'est engagé à fournir 100% d'électricité propre d'ici 2045, selon le projet de loi du Sénat numéro 100. Atteindre cet objectif nécessite de développer le solaire, l'éolien et le stockage par batterie, tout en maintenant un réseau vieillissant. Ce réseau fait partie du problème. Plus de 70% des lignes de transmission et des transformateurs de Californie ont plus de 25 ans. Le système vise les centrales fossiles centralisées, pas la production solaire et éolienne décentralisée. Quand l'offre baisse le soir, les compagnies importent rapidement de l'énergie, augmentant les coûts. Les coupures de courant de 2020 ont marqué l'actualité, mais les nouvelles lignes de transmission subissent encore des retards. Il y a aussi la structure des compagnies d'électricité. Pacific Gas and Electric, la plus grande compagnie de Californie, qui dessert 16 millions de personnes, principalement dans le centre et le nord de la Californie, est un monopole à but lucratif. Après 30 milliards de dollars de responsabilités dues aux incendies et une faillite en 2019, PG&E a augmenté plusieurs fois ses tarifs.
En 2024, les tarifs résidentiels de la compagnie atteignent en moyenne 46,8 centimes par kilowattheure, près de 3 fois la moyenne nationale. La moyenne générale en Californie demeure encore 105% au-dessus de la moyenne nationale. S'ajoutent des surtaxes d'utilité publique et des frais finançant la prévention des incendies, l'énergie solaire et l'aide aux ménages à faible revenu. Ces initiatives, bien qu'importantes, augmentent les factures des consommateurs de plusieurs milliards. Et comme beaucoup de ces frais sont fixes ou inévitables, même les ménages qui consomment très peu d'électricité finissent par payer beaucoup plus que prévu. Et pourtant, contrairement au Texas ou à l'Arizona, la Californie a certains des obstacles les plus élevés au développement de nouvelles énergies. Les examens environnementaux sous la California Environmental Quality Act, qui freinent aussi la construction de logements, retardant les projets solaires et de batteries pendant des années. Ironiquement, la bureaucratie californienne freine en partie son élan pour l'énergie propre. La hausse des coûts du logement et de l'énergie accentue les inégalités, pousse à l'itinérance et force des déménagements. La crise du logement a augmenté de 6 points le taux de pauvreté de l'État et engendré parmi les trajets domicile-travail les plus longs du pays. La Californie a le taux de pauvreté le plus élevé des États-Unis, à 18,9% selon le Supplemental Poverty Measure, un indicateur gouvernemental plus précis que la mesure officielle. La mesure supplémentaire considère le revenu après impôt, s'ajuste aux coûts locaux comme le logement et inclut les aides comme les bons alimentaires et crédits d'impôt, contrairement à la mesure officielle basée uniquement sur le revenu avant impôt. Cette pression force les travailleurs à d'abord migrer vers l'intérieur, puis à quitter l'État. Connu sous le nom d'exode californien, des centaines de milliers d'Américains quittent la Californie chaque année, le plus souvent pour des États plus abordables comme le Texas, l'Arizona et le Nevada. Elle est souvent la première en perte nette de migration intérieure. Parmi les 20 premières villes en départ, 7 sont en Californie. Aujourd'hui, les villes avec le plus de supernavetteurs, voyageant 90 minutes ou plus par trajet, ne sont pas Los Angeles ou San Francisco, mais Stockton, Modesto et Riverside. Ces travailleurs dépendent toujours des centres d'emploi côtiers, mais sont freinés par le coût du logement. Cette expansion urbaine a des conséquences environnementales. Avec le réseau électrique de la Californie largement décarboné, les transports sont désormais la principale source d'émissions de l'État. Des trajets domicile-travail plus longs entraînent plus de conduite, de circulation, de coûts et de carbone. Les experts en urbanisme ont désigné le développement en dents creuses, c'est-à-dire construire de manière plus dense dans les zones urbaines existantes, comme le moyen le plus efficace de réduire les émissions. Le zonage restrictif et l'opposition des riverains bloquent toujours cette voie. Nulle part cela n'est plus évident que dans la lutte de la Californie contre le sans-abrisme. La résistance locale ne cible pas uniquement les nouveaux logements. Elle vise fréquemment les refuges et les services destinés aux sans-abri. Par les restrictions de zonage, audiences publiques et recours juridiques, les coalitions Not in My Backyard ont bloqué ou retardé de nombreux projets. Ces restrictions locales ont des conséquences à l'échelle de l'État. En janvier 2024, la Californie comptait plus de 187 000 sans-abri, soit près d'un quart du total national. Les 2 tiers d'entre eux vivent sans abri, le taux le plus élevé du pays. Bien que des milliards aient été investis dans le logement et l'accompagnement, le problème s'est aggravé. Dans le seul comté de Los Angeles, plus de 75 000 personnes sont actuellement sans abri. À San Francisco, les estimations vont de 7 000 à 10 000. Bien que la drogue et les maladies mentales dominent le débat, les recherches indiquent que le coût du logement est la principale cause. Une étude de l'University of California à San Francisco en 2022 a montré que la charge locative prédit fortement les taux de sans-abrisme en Californie. Les gens sont exclus du marché du logement avant même de sombrer dans la crise. Concrètement, de nombreux habitants de quartiers comme le centre-ville de Los Angeles, Oakland ou le Tenderloin à San Francisco évoquent les campements omniprésents, les crises de santé mentale, les confrontations agressives, les rues sales et la criminalité, conséquence de l'instabilité. En somme, la crise des sans-abri en Californie est liée à la politique du logement. Et pour de nombreuses communautés, la réaction par défaut a été de garder le problème hors de vue, ce qui crée un cercle vicieux. Que faire ? La crise du logement et de l'accessibilité en Californie a entraîné une avalanche législative ces dernières années. Après des décennies de zonage strict, de permis lents et de blocage politique, les dirigeants de l'État ont commencé à réagir. Le principal changement a eu lieu en 2017 avec des lois historiques sur le logement sous le gouverneur Jerry Brown.
Elle aide les promoteurs à éviter les longues procédures de planification et d'examen environnemental dans les villes ne respectant pas les objectifs de logement de l'État. Elle a été créée pour agir là où les gouvernements locaux étaient bloqués depuis des années. Sacramento a supprimé les exigences minimales de stationnement et dans tout l'État, ces obligations ont disparu pour les bâtiments proches des transports en commun. Alors que l'objectif était d'aider la Californie à atteindre 180 000 nouveaux logements par an en ajoutant 100 000 supplémentaires chaque année, les résultats ont été décevants. La loi SB 35 n'a permis de produire qu'environ 14 000 logements dans tout l'État depuis son adoption. Soit seulement 2 300 par an, ce n'est qu'une fraction de ce qui est nécessaire. Pourtant, la dynamique s'est accrue. En 2021, le gouverneur Newsom a signé les lois SB 9 et SB 10 autorisant les duplex, logements multifamiliaux dans les zones résidentielles unifamiliales et facilitant le développement près des transports en commun. Les groupes Yes in My Backyard, qui sont en gros l'opposé des groupes Not in My Backyard, poursuivent désormais les villes en justice en vertu de la Housing Accountability Act lorsque les responsables locaux tentent de bloquer des projets conformes à la loi de l'État. En 2023, la législature a adopté le projet de loi du Sénat 423 sous le gouverneur Gavin Newsom, prolongeant la SB 35 jusqu'en 2036 et l'étendant aux zones côtières auparavant exemptées. Désormais, même les villes les plus exclusives seront soumises aux mêmes règles de responsabilité. Même si la plupart de ces combats sont politiques, quelques réussites apparaissent sur le terrain. À San Francisco, le projet 504-28 appartements a créé de nombreux logements abordables dans une zone chère grâce aux incitations de l'État et au soutien politique local. C'est l'un des plus grands projets de logement abordable de la ville, apprécié pour son design et sa proximité des transports et emplois. À Los Angeles, les appartements Star proposent un logement permanent accompagné pour d'ex-sans-abri grâce à la construction modulaire qui diminue coûts et délais. Le projet propose des services médicaux et de santé mentale sur place et a obtenu la certification Leadership in Energy and Environmental Design Platine, prouvant que l'accessibilité et les objectifs climatiques sont compatibles. Cependant, tant que le rythme de construction ne correspondra pas à l'ampleur de la demande, la Californie restera coincée dans une crise d'accessibilité qu'elle a elle-même créée. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.